fait du tourisme en Tunisie, il fait du tourisme en Turquie, il fait du tourisme en France, il fait du tourisme au Maroc, mais il hésite à faire du tourisme en Algérie, chez lui. Alors qu'il a de meilleurs atouts. On se pose la question pourquoi. La réponse, on se dit qu'est-ce qui manque? La réponse est lapidaire. Il manque tout. Qu'est-ce que ça veut dire manque tout, Yaguer? Ça veut dire qu'il manque l'infrastructure. On commence en amont. En amont, je veux me rendre à Djibla, faire du tourisme, il me faut 3 heures de route. Donc, il y a absence d'infrastructure touristique, absence de route. Vous savez l'engorgement qui se passe actuellement pour venir de l'extrême ouest de la wilaya de Tazmalt, qui est la porte ouest de la wilaya, venir jusqu'à Béjaïa, parfois vous mettez 5 heures à 6 heures de route. Cet engorgement, cet étouffement de notre wilaya est dû à l'absence d'un réseau routier intérieur. Il n'y a pas de route entre les villages. Je prends par exemple Samoukra, qui est une commune d'Aqbou, qui est à 32 km d'Aqbou. Elle est à 2 km à vol d'oiseau de Bouhamza, mais il n'y a aucune route qui les relie. Elle est à 4 km d'Amalou, il n'y a aucune route qui les relie. C'est pas normal. Pour un touriste, pour aller à Tamoukra, par exemple, je dois revenir à Aqbou pour repartir vers Seddouk, ce n'est pas normal. Donc, il y a absence de réseau routier de nature touristique. Ceci. Il y a une deuxième grosse tâche que tout le monde voit, c'est les plaies environnementales, c'est la saleté et l'absence d'hygiène. Notre wilaya, comme pratiquement toute l'Algérie, est une véritable décharge publique à ciel ouvert. Comment voulez-vous inviter un Suédois ou un Roumain ou un Malien et lui présenter Igouzine, lui présenter le traîner avec vous sur des décharges publiques? C'est pour vous faire rire, paraît-il, dans les années 60. Vous connaissez Oued el-Harash. Oued el-Harash, il est réputé pour ses odeurs. Il y a qui dit un ambassadeur, il y a qui dit Gaïd Ahmed. Gaïd Ahmed Gilwakni, c'était le chef de l'appareil du FLN. Il y a qui dit Rif el-Harash, il y a qui dit Ganzel, il y a qui dit Saab Nif, il y a qui dit Kayal Midal. Mujadi Sriha. باش يسرح les odeurs. Nous connaissons ماشي ديونهم كان استنطق نسنا تاع الماسك. Ça sent mauvais de partout. Et ça, ce sont les conditions en amont d'une politique touristique. On ne peut pas faire de tourisme si on n'est pas propre. On ne peut pas si nous n'avons pas de route. On ne peut pas faire de tourisme si nous n'avons pas d'infrastructure d'accueil. Vous êtes tous descendus à l'aéroport à Ben Ramdan. Imaginez-vous un groupe touristique qui passe dans les conditions annuelles, la fouille douanière, comment veux-tu qu'un touriste revienne? En tant que touriste à l'aéroport de Gate, je mets 3 heures pour sortir. Alors que la moyenne internationale, elle est de 30 minutes. 30 minutes, quand c'est exagéré. Vous descendez de France, vous descendez à Roissy, vous mettez 15 minutes à Clixford. C'est des affaires de 3 heures, de 4 heures d'attente, sans parler des retards d'avion, etc. Le port de Bougie, ça vous est arrivé de venir en voiture dans un bateau et de descendre dans le port? Imagine que touriste, tu es là, tu viens pour 3-4 jours, tu perds une journée de l'aéroport. Ce n'est pas l'aéroport n'a que le port. Parlons de la gare ferroviaire. D'abord, il y a des gens qui caillassent le train. Ça, c'est un problème, on va en parler tout à l'heure. C'est le rapport à la propriété publique, le rapport à l'espace public. Le citoyen, il ne se reconnaît pas dans l'espace public. Donc, il le rejette, et comme il n'est pas très instruit, très futé, très malin, donc il détruit. À ce moment-là,
la problématique justement des gens qui jettent les canettes de bière, qui jettent n'importe quoi partout, ça s'explique comme ça. C'est que le citoyen, il a affaire il a affaire au secteur Mbeilik. Mbeilik, c'est un peu le bien vacant. C'est la propriété de l'adversaire. La propriété, c'est la propriété de l'adversaire. À l'époque turque, le mot Beylik, c'était toutes les propriétés que les janissaires et les soldats turcs enlevaient aux Algériens. L'autorité de l'armée turque, Qarnas Mbeylik. C'est-à-dire Mbeylik. Mbeylik, يقيم غدا نكوني أفريز Mbeylik. السيتيوني واش استيار ذاك اللي كانت هي كاينين Mbeylik. ما تحرصت مليح حاشاكم ما كاينين يماك. يعني comment voulez-vous avec une telle mentalité parler de tourisme? Le tourisme, il a une éthique, il a une morale, il a une déontologie, il a une pratique. Arrivons maintenant à la formation. Les gens qui sont formés comme agents touristiques, hébergement, accueil, conduite, guide, etc. C'est qui? Ce sont des élèves qui ont le niveau du moyen. Alors que dans le monde, un guide touristique, parfois il est polyglotte, il parle 5 à 6 langues. Il a un niveau universitaire, il a une culture, un background, un dépôt de culture incroyable chez lui, avec lequel il vend le produit touristique. Quels sont les centres de formation qu'il faut? Le centre Naoukas, il a formé une première promotion de 30 mois d'agents d'hébergement et d'accueil, il a été relancé. Actuellement, on parle de la carte nationale de formation touristique. Je vous dis toujours, c'est toujours au futur. C'est toujours au futur. Tel institut va former cela, tel autre va former ceci, tel autre va former cela. Mais sur le terrain, la nature a horreur du vide. Comme on sait, les guides touristiques, on sait, un personnel qui est cultivé et qualifié pour vendre le produit touristique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une clochardisation de la branche touristique. N'importe qui, c'est un homme, il devient représentant du tourisme. Et c'est ce qui se passe. Et il y a clochardisation et démoralisation. Il y a une sortie de route. Il fait un tourisme, il s'est branché vers l'absence de morale, un tourisme sexuel, un tourisme de débauche, un tourisme des bars, un tourisme... Vous connaissez tous les épisodes des Tichi, sur la route nationale 26, Taqriyat, Taqbout, Azmalt, etc. Les bars sont devenus des centres de recrutement touristique pour les extérieurs. C'est-à-dire que tous les touristes, les gens qui viennent, c'est qui? Ce sont les gens qui ont de l'argent et qui ne peuvent pas pratiquer certaines choses dans leur wilaya, ils viennent les faire à Béjaïa avec de l'argent et ils ont trouvé des espaces. Ça, c'est une déviation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique touristique qui mette en valeur donc alors, fatalement, la nature a horreur du vide. Donc, toute cette clochardisation a occupé l'espace touristique. Alors, quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? On peut faire le bilan, on peut se dire que Béjaïa a toutes les dispositions du monde, mais il ne les met pas en valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les mettre en valeur? Alors, nous avons parlé de l'amont. Il faut des gens formés et cultivés, qui soient dans la branche touristique. Il faut une infrastructure routière. Il faut une infrastructure d'accueil en termes d'aéroport, gare et autres ports et gares routières. Il faut énormément de compétences individuelles pour accueillir des touristes de l'étranger. Et il faut surtout comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde. Actuellement, le tourisme, le gros tourisme moderne, avec de grands bâtiments, des grands complexes, style Capritour, etc., est complètement démodé. Parce que c'est un tourisme externe à la communauté. Il n'associe pas la population
comme le font certains pays actuellement. Et c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, c'est la dernière méthode qui est en vigueur un petit peu dans le monde, c'est le tourisme créatif. Alors le tourisme créatif, c'est quoi? C'est le tourisme qui consiste à dessiner des circuits, à dessiner des espaces où le touriste va venir créer avec les gens, les habitants d'Inna, il va créer un produit artistique. Exemple, vous ramenez un groupe de touristes de Norvège, vous les ramenez à Rekfadou, à Righil-Ali, à Kharrata, à Ismaïl, à Fgaïsville, ils vont participer à un atelier de gastronomie locale. Pendant une semaine, par exemple, il va apprendre 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 etc. Ils vont réaliser ça tout en payant leur séjour. C'est d'une part, on sauvegarde nos pratiques identitaires, nos pratiques culturelles. D'autre part, nous avons capté une source de financement pour rendre les pratiques durables. C'est ce qu'on appelle le tourisme au service du développement durable. Alors, ceci rentre dans la conception moderne du tourisme. J'ai pris l'exemple de la gastronomie, vous avez des centaines et des milliers d'exemples. Vous pouvez prendre la poterie, vous pouvez prendre le tissage, أمكي تقبايلي تافرنوس أمكي راه تجر تيدي أمكي راه تسركبي في كاكين أمكي تعالتي رجليوين أمكي تعد القطنينس يزز تازوط كذا غادي يحضر أمكي راه يجمعوا برنوسني غادي كي لا براتيك au bout de 15 jours أسماء ديك السنة كني برنوسني vous avez sauvegardé la pratique, vous avez formé des gens et vous avez capté des ressources financières. Et c'est un peu ce tourisme-là qui est un tourisme de réhabilitation et de sauvegarde de la culture locale. Est-ce que, la grande question, est-ce que les institutions centrales de l'État algérien sont prêtes à accepter ce genre de tourisme? Ça reste une interrogation. Parce que quand on regarde le schéma directeur du tourisme tel qu'il est tracé, c'est un tourisme pour les riches, c'est un tourisme capitaliste, c'est un tourisme orienté vers le profit. Ce qui pourrait sauver notre identité, notre âme en tant que Kabyle, en tant qu'Algérien, chacun dans sa région. Une identité, une personnalité, des caractéristiques. On n'accepte pas de les voir se perdre et mourir. Et si personne ne peut nous aider à les financer et que nous trouvons des moyens touristiques, une politique touristique locale, si nous pouvons influencer sur les décisions du tourisme local pour organiser ces circuits-là, c'est quelque chose de très positif pour tout le monde, pour l'État, pour le peuple, la petite population, pour les jeunes. C'est ce qu'on appelle le développement durable à partir des entités locales, à partir des dispositions locales. Et pour ça, mes chers amis, ça nécessite, il ne faut pas mépriser son propre patrimoine. Et ça, nous en souffrons, les Algériens. Je vais vous donner un exemple, ce qu'on appelle le complexe du colonisé. Même les touristes, أنا لدي ثوج، أزن رخام، أزن سخمام كين الشاي، كين السواي، etc. Pourquoi ce complexe du colonisé? Il y a un Tunisien qui a écrit un fameux livre, le portrait du colonisé, c'est Albert Mimi. C'est un vrai best-seller, un vrai chef-d'œuvre des années 60.
où il explique cette psychopathologie de la vie quotidienne. Une fois qu'on connaît surtout les Algériens de façon générale, on a subi tellement de colonisation que quelque part, la sonnette l'Européen, on retrouve des réflexes d'esclavage. Et ça, c'est ce qu'on appelle la décolonisation culturelle. Les Algériens ont gagné la guerre, mais n'ont pas fait leur révolution culturelle. Et on ne sait pas décoloniser. Et ces actes que nous pouvons programmer comme politique touristique nouvelle peuvent contribuer à nous décoloniser et à regarder l'autre comme légal, puisqu'il va venir, il va payer et il va apprendre chez nous. D'habitude, c'est nous qui allons apprendre chez lui. Et le jour où la tendance va s'inverser, tu es valorisé. Tu peux donner, tu peux enseigner, tu peux pratiquer des choses que l'étranger installé comme un Dieu va venir se mettre d'égal à égal chez toi, peut-être même faire l'élève, et tu es le maître. Et ça, cette tendance-là, c'est un peu ce qui est pris en compte actuellement de par le monde. Alors cette nouvelle culture nécessite une connaissance approfondie du patrimoine culturel immatériel. Alors le patrimoine culturel immatériel, c'est trois mots si vous voulez, bon, il y a eu de tout temps au niveau international des conventions au niveau de l'ONU, et l'institution centrale c'est l'UNESCO. L'UNESCO a développé une dizaine de conventions qui protègent le patrimoine matériel, les ruines, le vieux bâti, les sites archéologiques, etc. Il y a des textes qui les protègent, qui les sauvegardent, il y a des financements, etc. Mais à partir de 1993, il y a eu un collège d'experts marocains qui avait soumis à l'UNESCO une idée de protéger le patrimoine vivant, le patrimoine qui ne s'écrit pas, les langues, les traditions orales, les savoir-faire de l'artisanat, les chants, la musique, les pratiques rituelles, la cosmogonie. La cosmogonie, c'est l'ensemble des visions du monde. Vous connaissez par exemple le Silqbaïl. Ça a une idée comment est sorti l'univers. Les gens ne la connaissent pas. Nous connaissons les religions, avant le judaïsme, avant le christianisme, avant l'islam. جدودنا أمشي يفهمن أمشي يدفع القاعة أمشي يدفع ويور أمشي يدلوا للحيوانات أمشي يدلوا للعباد. Ça, c'est ce qu'on appelle la cosmogonie. Et ça, les Kabyles, ils ont une vision du monde. Nous connaissons par exemple Saïard Ndonis, la première mère du monde. Et chez les Kabyles, la première mère du monde, c'est la génitrice de l'espèce humaine. Alors qu'il y a un couple de bovinés, ils ont formé les animaux. Ça, c'est une vision cosmogonique très très belle, très poétique, et qui avait sa valeur, qui a toujours sa valeur. Et ce qu'on appelle les mythes fondateurs des Kabyles. Alors, quand on rentre dans le patrimoine immatériel kabyle, pour pouvoir créer des circuits touristiques, il faut connaître les produits touristiques. Actuellement, par exemple, à Béjaïa, la politique nationale, elle se traduit comment? Au niveau de l'Office du tourisme, on projette de faire des pôles, 5 ou 6 pôles touristiques. Je vous donne un exemple. Par exemple, le pôle historique de Béjaïa. On va recenser toutes les haltes, la porte Sarazine, la porte Bab el-Fouqa, Borj Moussa, etc. On va faire un circuit, Alman Oudar Touja, lac du Romain, on va faire un circuit historique. Et on va faire sillonner avec des touristes pour leur montrer. Ça, c'est la vision ancienne, c'est-à-dire c'est le tourisme de consommation. Un touriste a dit bon, ça lui fait plaisir, il va prendre des photos, etc. Mais il ne participe pas à la création. Et la nouveauté dans le tourisme réactif, le tourisme inventif, le tourisme créatif, c'est alternatif. C'est de la création avec l'école.
C'est quasiment une école. Donc ce sont un ensemble. La politique consiste à tracer un ensemble de circuits où il y a plusieurs produits. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, nous allons décider de faire un circuit dans la région d'Iril Ali. Iril Ali, il est caractérisé par une fête annuelle, ça fait partie du patrimoine immatériel. Le 1er mars, le dernier jour de février, tout le village sort, partagé en deux, les hommes, elles vont dans un champ où il y a de l'herbe, évidemment, elles vont pique-niquer des nains, elles vont manger, elles vont faire des prières, des suppliques, da'awim, et en même temps, il y a des jeunes filles qui vont faire le rituel de passage. Elles vont se rouler dans l'herbe. Quelles sont les jeunes filles qui se roulent dans l'herbe? Ce sont celles qui sont arrivées à maturité. Celles qui ont eu leur première règle. Au niveau du village, à partir elles peuvent être mariables. Ça, c'est l'ancien rituel. Mais le rituel existe toujours. Imaginez donc un circuit touristique. Le 1er mars, vous prenez une semaine. Donc vous commencez par ce rituel-là. Des touristes qui viennent participer. Ensuite, vous allez faire les villages de l'artisanat. Les derniers artisans, les Tharzin, مازالوا إذا كيخدم الفطا مازالوا إذا كيخدم تيفارزيوين لي سيليي وإذا كيخدم لي ماتلاسيي أي داسن vous connaissez monsieur il y a tout un circuit de villages que l'on peut visiter et où on peut faire des ateliers d'artisanat. Sauver par exemple les derniers bourreliers يخدم لهم طرحل يخدم les selles pour le cheval pour les bourricots. Oui, quand vous sauvez cette pratique là par un atelier de tourisme, c'est quelque chose de très très important. Vous sauvegardez des emplois, vous sauvegardez une culture, un savoir-faire et une pratique identitaire qui caractérise les gens. Et vous pouvez monter historiquement à Al-Qal'a de Hamad, qui est, si vous voulez, prolongement de Hamadien Fgaïs. Vous pouvez partir vers Blaïel. Blaïel, qu'est-ce qu'il y a de Blaïel? Il y a des salines, il y a un endroit où il y a des le sel en roche, le sel gemme. C'est une pratique qui est en train de disparaître. S'il y a un financement et que les gens qui travaillent là-dedans sauvegardent la pratique néa, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous revenez par exemple du côté de Wizren, vous allez trouver une place publique, il y a un ancien avion des années 40, un avion américain, un avion allemand qui a été abattu par la DCA américaine, sur la place. Il est comme un vestige, et il est protégé, tout ça, c'est très très bon à connaître. Connaître l'histoire que les Américains sont passés dans notre wilaya en 1942-1943, quand il y a eu le débarquement contre les troupes allemandes qui étaient en Libye. Les Américains sont passés exactement par Bni Mansour, Sezmelt. Il y a eu un campement très très important d'ENA qui a duré plus d'une année. Et il y a eu des bombardements, il y a eu un bombardement du côté de l'Aran, où il y a encore des vestiges, c'est notre histoire qui est complètement ignorée. Si on trace un circuit touristique qui intègre tous ces atouts-là, l'artisanat, l'histoire, les vestiges de l'architecture, les dispositions naturelles, un circuit touristique, c'est un produit à proposer unique au monde. Si on propose par exemple actuellement le produit sur l'eau, actuellement il est question, c'est intéressant de retracer la route de l'eau à partir de Touja, les Romains, avec l'aqueduc, etc. Si la route est revalorisée avec des sites, avec des kiosques, avec des maisons qui vont recevoir les touristes, c'est un circuit très très important. Il y a d'autres circuits, les circuits forestiers. Nous avons un parc, le parc de Gouraya. Il y a plus de 235 espèces de faune. Il y a une flore qui est en train menacée de disparition. Tout ça, c'est le tourisme forestier pour sauver la forêt, c'est quelque chose de très important.
Nous avons des extraordinaires sur les côtes. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est connu. Mais la philosophie qui consiste à associer le patrimoine immatériel, c'est cela qu'il y a de nouveau. Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'irréalisable? Moi, je dis que c'est réalisable, c'est totalement réalisable. Chez d'autres peuples, ça existe, et je ne vois pas pour quelle raison on ne peut pas faire cela. Nous avons des trésors, seulement, je répète encore une fois, il faut absolument que la formation au niveau touristique intègre le patrimoine immatériel. Et je sais que je parle comme ça, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas une idée sur toutes les richesses que nous avons dans la wilaya de Béjaïa. La wilaya de Béjaïa, c'est une wilaya historique, c'est la première wilaya à mon sens historique d'Algérie. 1871, c'est l'insurrection de Moukrali, Ksdouk. 1845, c'est Kharrata, c'est encore la wilaya. 1956, c'est le congrès de la Souma, etc., etc. Vous pouvez retourner à l'époque de Boubrla, qui est mort du côté d'Alagan, le côté historique. Donc nous avons des haltes. Sur le plan de la romanisation, vous savez que la route nationale 26, c'est l'ancienne voie romaine. C'est la route des Romains. Ils venaient d'Alger, ils venaient par la Grande Kabylie, Djma'an Sarij, ils arrivaient à Alagan. À Alagan, il y a un endroit, il y a un lim. Un lim, c'est quoi un lim? C'est une caserne romaine qui protège la route. C'est un petit monticule, il y a encore des ruines avec des pièces de monnaie, etc. C'est un stade de foot. Mais il y a toujours cet endroit, c'est Tevlest, c'est le diminutif de Tevlest-Tensis, Tevlest-Tensis qui veut dire en latin l'endroit où il y a beaucoup d'eau, où il y a beaucoup de sources. Et vous descendez donc la voie romaine, l'Artichlat, ainsi de suite. Vous avez énormément d'endroits qui peuvent faire des circuits touristiques classiques. Mais encore une fois, nous avons des choses que les gens ne possèdent pas. Est-ce que vous savez par exemple que les Kabyles produisaient du yaourt? Il y a encore des endroits, vous montez du côté du Djurdjura, la limite entre la wilaya de Fgaït, la wilaya de Bouira et la wilaya de Tizi Ouzou, Roseron-Thour, il y a encore des bergers qui produisent du yaourt. Ils le produisent avec du lait et du latex. Le latex, tu as du yaourt instantané. Les Kabyles produisaient du fromage. Il y a encore des fromageries classiques. Alors pour sauver tout ça, il faut de l'argent. Et le tourisme est un acte qui peut rapporter du financement pour sauver ces choses-là. Vous savez que les Kabyles labourent avec des bœufs, avec une paire de bœufs. Il y a une seule race qui peut accomplir ce travail-là. C'est la race la brune de l'Atlas. La brune de l'Atlas, c'est des zguer local. Non, nfgaït. Nqaras qbaylit slala tahchadit. Eh bien, il y a un endroit, un idée mazalt là. En 1972, il y a une association du côté d'Aqbou, Tazmalt, je fais partie de l'association, nous avions recensé 400 dresseurs de bœufs. Actuellement, en 2012, on a fait le dernier recensement, il y a 4 personnes qui savent dresser pour faire les labours. Le malheur, c'est que s'il n'y a pas de bœuf sur la montagne il va devenir stérile. Il y a des endroits où le tracteur ne peut pas accéder. Il n'y a que le bœuf, le cheval, l'animal de façon générale, l'animal de traction qui peut y aller. Et actuellement, si on ne fait pas une pratique de sauvegarde de ces connaissances, de ces savoir-faire, ça va disparaître. La forge, vous connaissez tous, les gens qui forgent les pioches, qui forgent les socs, c'est une fierté de notre région.
Eh bien, avec du tourisme, on peut organiser des ateliers. Des touristes vont venir séjourner, apprendre la forge et relancer par le financement le métier de la forge. Iglen très très important chez nous.